Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre sur le 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi accéder depuis peu via mon site sophrologie-psy.com pour obtenir des rendez-vous directement. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour Paris ainsi que Bettencourt-sur-Somme via doctolib.fr. Voilà. Alors, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me semble être important. Ces dernières semaines, beaucoup de youtubeurs ont réagi sur des vidéos traitant de la manipulation pervers narcissique. Et lors d'une de mes vidéos, j'ai parlé donc de cette relation que j'ai eue avec un manipulateur pervers narcissique et toute la difficulté en fait de pouvoir me sortir de cette situation, mais aussi de pouvoir voir les choses un peu différemment. Et je n'ai que très peu parlé du combat, mais avant de pouvoir poursuivre, je voulais vous dire que j'ai été en fait en contact avec des parents manipulateurs pervers narcissiques. Et en fait, toute la structure de ma vie présente, c'est-à-dire en fait le travail que j'ai été amené à faire en tant que sophrologue, sophrothérapeute, psychothérapeute, eh bien, a été finalement grandement inspiré de toutes ces épreuves. Pour essayer de faire le point et un bref retour en arrière, beaucoup de personnes qui ont réagi m'ont parlé justement de la difficulté lorsqu'on est dans une famille où on peut avoir ce type de relation parentale, donc les difficultés pour arriver à se sortir de cette situation. Dans mon cas, cette manipulation pervers narcissique, donc maternelle et paternelle, correspond plutôt à un jeu entre deux individus ayant une même pathologie qui se sont finalement servis de leur ascendance, donc de leur rôle de parent, pour utiliser des armes qui étaient leurs enfants à différents niveaux et de différentes façons. Le plus important dans cette découverte finalement d'une vie parentale complètement déstructurée, c'est de se rendre compte et avec les années en fait, d'arriver à comprendre que l'attitude qui fait ce que vous êtes aujourd'hui est en fait issue de votre propre histoire passée. Comment les manipulations ont pu commencer? Le manipulateur principal, en l'occurrence sur cette structure familiale, a été en fait un jeu de pouvoir et de destruction. Donc le rôle maternel a été extrêmement important. Mon premier souvenir de cette manipulation a été de comprendre qu'en tant qu'enfant, je n'avais pas un rôle d'enfant, enfin je n'avais pas une place d'enfant, j'étais simplement un argument face à ces deux parents avec lesquels ils jouaient en fait à volonté. Mais surtout, ne pas prendre position. C'est-à-dire que j'ai été amené, bien malgré moi, à devoir prendre position en fait pour un de mes deux parents. Et je me suis peut-être posé aussi en défenseur, c'est-à-dire que pour moi, la violence inhérente à cette vie de famille, il fallait absolument faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux, puisque je ne suis pas seul, hein, il y a une fratrie derrière. Et donc, je suis parti du principe que toute cette situation d'aîné me ramenait à une responsabilité vis-à-vis donc de mes parents. Le travail habile de manipulation maternelle a été peut-être de me faire prendre position de manière assez brutale, violente, dans une scénographie qui n'était pas du tout la mienne. Et je parle de cette scénographie parce que d'autres youtubeurs ont aussi connu cette scénographie, à savoir un des deux parents, voire les deux, qui mettent en place un système, je dirais, d'armes au travers les enfants. Donc les enfants deviennent un enjeu, un objet, des objets dont on se sert à volonté, sans une sorte de conscience parentale qui pourrait permettre de stabiliser la situation. Mais le plus difficile dans cette époque de l'enfance, c'est de ne pas se rendre compte de cette situation.
on a tendance, j'ai eu tendance à vouloir protéger le parent que je considérais comme étant agressé. Et peu à peu, je me suis rendu compte que cette agression, elle était instrumentalisée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas vivre sans colère, sans manipuler, en fait, déjà se manipuler entre eux, manipuler aussi l'entourage, nier absolument tout acte qui aurait pu finalement les conduire à avoir des problèmes avec la justice, simplement en imposant une omerta qui est absolument très difficile à vivre, une négation aussi d'un fait. Par exemple, vous êtes victime d'une forme de violence, vous dénoncez cette violence, et malgré tout, on ne cesse de vous dire que vous n'avez jamais été victime de cette violence. C'est un petit peu comme si vous étiez dématérialisé, c'est-à-dire que l'histoire fait que vous n'avez pas de texture, pas d'importance, et en fait, la manipulation consiste à vous rendre totalement coupable de la présence, par exemple, une baffe qui peut être donnée par un des deux parents, hein, pour ne pas citer autre chose, eh bien, elle est obligatoirement de votre faute. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes responsable de ce coup que vous avez ramassé, parce que si vous n'aviez pas fait telle ou telle chose, eh bien, il n'aurait jamais été question donc de vous battre. Ce qui a conduit aussi à une sensation peut-être d'impuissance. Et ça, je l'ai rencontré aussi dans le cadre de mes consultations, c'est-à-dire l'impossibilité mentale d'imaginer que des parents qui sont censés protéger leurs enfants, s'en occuper, prendre soin d'eux, les amener en fait à l'âge adulte, leur apprendre les bases de l'éducation, eh bien, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'en fait, on peut être instrumentalisé et que la première personne à qui vous dites « je t'aime », à savoir donc, en l'occurrence pour moi, donc la mère, eh bien, elle se sert en fait de ses sentiments pour vous amener dans une scénographie perturbée, dysfonctionnelle, où vous allez avoir un rôle à jouer. Ce rôle, en l'occurrence, il est très compliqué à assumer parce que lorsqu'on est enfant et qu'on remarque effectivement que l'atmosphère dans laquelle on vit est une atmosphère de délation, une atmosphère où l'intolérance est érigée finalement en dogme, par exemple la différence de peuple, la différence de vie sexuelle, la différence... En fait, toutes les différences sont mises à mal et le parent fait en sorte de détruire la moindre parcelle de votre volonté pour vous faire aller dans son sens en continuant de manière permanente à nier. Alors, les conséquences de cette situation, c'est arriver à un certain âge, je dirais l'âge de raison, de ne plus savoir vraiment dans quelle situation est-ce que l'on est, c'est-à-dire où est la famille, qu'est-ce que la famille, est-ce que toute cette mise en scène est liée simplement à une pathologie, ou bien est-ce que c'est vous-même qui êtes malade, parce que lorsque vous vous faites taper et qu'on vous affirme par A plus B qu'en réalité vous n'avez pas été tapé, ou quand on finit par l'admettre, c'est vous dire que en fait ceci s'est passé parce que vous avez fait telle ou telle chose, ça devient extrêmement compliqué. Et le pire, ça a été qu'à un certain moment, le seul parent qui pouvait me défendre, en l'occurrence ma mère, et ça je l'ai compris bien plus tard, eh bien en fait était elle-même dans l'incapacité de faire autre chose que de manipuler, donc elle était vide d'amour, hein, et pourtant elle criait cet amour. Et est-ce que les dommages collatéraux qui sont survenus ont été finalement responsables du fait de votre mère, ou est-ce que cela a été dû à cause de votre mère?
Alors, les dommages collatéraux ont commencé en fait déjà par la destruction de la propre idée de la vie de famille. C'est-à-dire que ces parents violents nous ont enseigné la violence comme un état de fait. C'est-à-dire que le mode de communication était un mode de communication violente. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes étaient violents avec l'entourage. Par exemple, les voisins, par exemple avec... voilà, des gens qui étaient présents, dont ils n'avaient strictement rien à faire, envers lesquels ils ont été violents. Moi, j'ai un souvenir vraiment, qui me marquera peut-être à jamais et qui m'a toujours marqué. C'est cette attitude qu'avait mon père de sortir dans la rue devant chez moi, par exemple, alors que moi j'étais enfant et terrifié devant cette situation, aller prendre un tapis, des tapis, vous savez, donc des personnes qui vendaient les tapis. À un moment donné, il y a quelques années, c'était très courant dans la rue. Vous aviez donc les vendeurs de tapis, donc, qui bien sûr sont d'origine étrangère. Hein. Lui, par exemple, c'était... Pour la personne à laquelle je pense, c'était un Maghrébin. Eh bien, sous prétexte qu'il exerçait un métier censé protéger la population, eh bien, il était capable non seulement de lui enlever ses tapis, de les jeter, mais aussi de détruire les papiers. Et ce qui m'a le plus marqué à cette époque-là, c'est l'absence de réaction maternelle. C'est-à-dire... C'était comme si tout ce qui avait été vécu durant cette scène, hein, dans cette scénographie, était normal et que ça prouvait que ces gens, particulièrement, ne méritaient pas qu'on s'intéresse à eux. Du coup, c'est quelque chose de très fort parce que c'est un être humain qui est derrière, donc quelqu'un qui vend des tapis dans la rue, du moins dans les années 70, c'était quelque chose de très courant. Hein. C'était pour certainement pouvoir nourrir sa famille. Donc pourquoi aller s'attaquer en fait à cette personne simplement parce qu'elle était d'une autre origine, voilà. Mais c'est l'attitude surtout de complaisance qui m'a choqué en tant qu'enfant, puisque au lieu d'avoir par exemple la mère qui dise ça n'est pas normal, il ne faut pas faire comme ça, eh bien on nous a élevés en nous apprenant qu'un bon arabe ou un bon africain était un africain mort. Ce qui fait que l'école, tout ce qui était autour de nous, il fallait qu'on cherche les propres références, alors qu'on savait en tant qu'enfant, on avait des amis qui étaient maghrébins, qui africains, qui chinois, etc., avec lesquels on partageait les choses, et pourtant c'est devenu un vrai problème. C'est-à-dire qu'on devait absolument ne pas fréquenter ce genre de personnes. Mais quand vous avez voulu avoir des explications avec votre mère, comment était-elle? Elle est toujours dans le déni. Absolument. Le déni, c'est-à-dire que pour elle, les choses qui se sont passées sont normales et au début, c'était ça ne s'est jamais passé. Imaginez, vous êtes témoin d'une scène, vous êtes face à cette situation. Déjà, vous ressentez la terreur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la terreur qui est la structure même de votre existence parce que ça devient absolument ingérable. On ne peut pas imaginer... moi, en tant qu'enfant, je me rappelle avoir eu des petits copains, des petites copines. Eh bien, on ne peut pas, quand j'étais chez leurs parents, je n'ai jamais vu ce genre de situation, en fait. Hein. Et c'était toujours, il fallait toujours se taire. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas le droit de dire ce qu'il se passait, car c'était une dénonciation, et c'était une dénonciation qui aboutissait à la négation. Voilà. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était toujours de votre faute, où vous aviez fait ceci, c'était normal, quelque chose de mal, c'était normal, à la limite, il fallait rien dire, quoi. Non, pas vraiment. C'était plus dans le sens où on nous apprenait que, en fait, eh bien, les étrangers étaient venus en France pour récupérer le panier français et que leur attitude est une attitude pratiquement nationale. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon ben voilà, ils ne sont pas fréquentables, ils n'adorent pas le même Dieu, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même intelligence, ils sont sauvages. Donc, c'est très difficile de lutter quand on est enfant contre ce genre de choses. Moi, j'ai le souvenir de m'être opposé violemment à ce genre d'attitude et la violence a été extrême en retour. Hein. Elle a toujours été extrême, voilà. Oui, donc si on vous violentait,
c'était, voilà, c'est parce que vous l'aviez mérité, quoi. En gros, non seulement on l'avait mérité, enfin on pensait en tout cas que je l'avais mérité, mais surtout je n'avais pas le droit de le dire. C'est-à-dire on pouvait vivre dans la terreur. Ce qui est important de savoir, c'est que cette attitude de vivre dans la terreur a été finalement la base de ma propre existence, dans la fratrie aussi. Hein, voilà, donc comme il y a quand même une grande différence d'âge dans la fratrie, du coup moi j'étais l'aîné des enfants, et donc le vécu était totalement différent. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la capacité qu'ont eu ces personnes finalement de pouvoir finalement sortir du système en toute légalité. Hein, c'est-à-dire que tout était, en fait, tout était normal, et chaque fois qu'une dénonciation était faite, eh bien, systématiquement, cette dénonciation, elle n'aboutissait pas. Donc, du coup, c'est une construction aussi morale, c'est là aussi que je voudrais revenir, la construction morale qui est complètement à revoir. Quand on est enfant, on est censé prendre exemple sur ses parents. Je pense que l'exemple que mes parents nous donnaient est un exemple d'intolérance, de brutalité et un manque d'amour profond pour l'espèce humaine, pour les différences aussi. Forcément, mon tempérament, déjà à l'époque qui était assez trempé, me faisait rentrer très régulièrement en opposition avec mes parents. Voilà, parce que je trouvais que certaines choses n'étaient pas normales. Pourquoi est-ce qu'une copine qui était d'origine maghrébine n'était pas fréquentable? Pourquoi un enfant africain n'était pas fréquentable? Qu'est-ce qui me démontrait la raison? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas fréquentable? Qu'est-ce qui... Finalement, une personne hors norme. Voilà, une personne hors norme. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit... Tout à fait. Ou même trop rachitique. Enfin, voilà, du moment qu'elle était hors norme, elle n'était pas fréquentable du tout. Et donc, vous n'aviez pas à fréquenter ce genre de personnes. Tout à fait. Par rapport à la famille, bien sûr. Par rapport à la famille. Conclusion de l'opération, dès que j'étais en dehors de chez moi, et dès que je pouvais le faire, eh bien, j'essayais justement de rencontrer d'autres personnes. Je crois que ce qui m'a le plus aidé durant cette période très compliquée, ça a été de dépasser ces interdits et aller voir dehors ce qu'il se passait. Avec la certitude, arrivé à un certain âge, qu'en fait, ces gens-là étaient des gens normaux. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce parcours, c'est que la violence dont mes parents faisaient preuve à l'égard de ces personnes, hein, je pense notamment à la violence paternelle, eh bien, ça se retournait contre nous. C'est-à-dire que lorsque nous étions dehors, à jouer dans la cour, etc., eh bien, il n'était pas rare que des plus grands, en fait, viennent et se mettent à nous taper parce qu'on avait fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, en tant qu'enfant, on ne pouvait pas avoir fait quelque chose de mal. On a été simplement des témoins muets et on n'avait pas le droit, de toute façon, de le dire, parce que chaque fois qu'on disait, enfin en tout cas moi en tant qu'aîné, chaque fois que je disais que les choses n'étaient pas normales, on m'a accusé d'être un atypique, une personne qui n'était pas qui n'était pas bien dans sa tête, que tout ce que je voyais n'existait pas, que je ne faisais qu'inventer. Imaginez, vous avez quelqu'un qui rentre chez vous, qui vient vous frapper, et vous êtes témoin de cela, hein, eh bien, ça ne s'est jamais produit. Vous avez un père qui rentre du travail avec une main blessée. Vous ne savez pas pourquoi. Vous demandez. Non, ça ne s'est jamais passé. Et là, c'est tout le rôle du parent manipulateur pervers narcissique, c'est d'arriver à faire en sorte de déstructurer le seul témoin, y compris les enfants. Voilà. Et vous avez malgré tout réussi à vous en sortir, bon, par beaucoup d'efforts, et je pense que vis-à-vis de vos parents, vous avez quand même une grande colère. Alors, oui, j'ai réussi à m'en sortir effectivement de cette manipulation. Néanmoins, comme je le dis dans une autre vidéo, ça m'a vraiment apporté beaucoup de problèmes dans mes relations amoureuses, puisque du coup, ma première relation amoureuse a été une relation manipulatrice pervers narcissique, car je n'avais que ce modèle finalement d'existence. La négation a toujours été là, c'est-à-dire que lorsque vous êtes devant un adulte
et enfant, eh bien, vous avez tort. Et ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que ce tort dont je parle, c'est-à-dire cette responsabilité qui vous incombe, eh bien, elle marche même vis-à-vis des hôpitaux. Lorsque vous avez, par exemple, des marques sur le corps qui démontrent que vous avez été violenté, eh bien, les parents manipulateurs vont réussir à faire tourner la situation à leur propre avantage en prétendant que des enfants qui s'amusent peuvent se faire mal, etc. etc. Donc, ça est toujours dans la négation aussi de votre propre existence. C'est-à-dire que vous n'avez aucune valeur et que toutes les valeurs que vous avez, en fait, dont vous avez besoin, eh bien, vous êtes amené à les rechercher au travers d'autres familles, par les rencontres que vous pouvez faire, qui sont des rencontres que vous devez avoir, mais dans le secret, parce que personne ne peut rentrer dans la cellule. Imaginez, quelqu'un rentre dans la cellule familiale, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, eh bien tout était organisé, où on nous disait, eh bien écoutez, après tout, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, vous mangez bien, vous avez l'air de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela, vous avez des activités. Du coup, les manipulateurs, eux, pouvaient sans aucun problème continuer à manipuler, continuer à faire le mal, en fait, en étant absolument absous. Et cette espèce d'appel au secours quand on est enfant, qui bien passe par différents stades, hein, puisque moi je suis passé par le stade de la colère, ensuite je suis passé par le stade de l'indifférence. Il m'a fallu attendre de pouvoir être adulte et de comprendre que tous les raisonnements que l'on m'avait inculqués étaient faux, même si j'en avais confiance. Et aujourd'hui encore, lorsque je demande des explications à mon seul parent vivant, eh bien, elle continue à nier et elle continue, par exemple, à manipuler de manière à ce que je puisse venir chez elle pour qu'elle puisse finalement recommencer à me dire que ce que j'ai vécu n'est pas vrai, que c'est à cause d'une histoire de famille, etc., etc., pour que je retombe sous son emprise. C'est vrai que mon métier m'a permis quand même d'avoir une certaine force dans mon travail et aussi une certaine réflexion. Et cette volonté s'est récemment passée en instrumentalisant, parce que ça continue, eh bien, un membre de ma famille pour qu'on puisse se parler de manière à ce que le membre de la famille me convainc de pouvoir retourner en fait chez cette mère manipulatrice qui au demeurant me semble psychologiquement absolument instable, et elle le démontre par ses attitudes, par sa négation. Très bien. Merci en tout cas. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Donc, alors, cette vidéo, en fait, est faite surtout pour dénoncer quelque chose, c'est-à-dire la plupart des personnes que j'ai rencontrées, beaucoup en tout cas se sont imaginés que j'avais simplement une expérience de vie qui était littéraire, un petit peu comme quand on apprend le métier de sophrologue, on va apprendre donc des théories, on va apprendre une méthodologie. Moi, ce qui m'a permis en tout cas de pouvoir dépasser tout ce stade, eh bien, c'est la volonté et aussi de couper définitivement avec des parents toxiques, de reconnaître la toxicité. Et il m'a fallu effectivement de nombreuses années de thérapie. Et une chose que je tiens aussi à dire, aujourd'hui, j'en subis les conséquences à l'intérieur de mon corps. Voilà. J'ai eu récemment à faire des bilans et on s'est rendu compte que je continuais à porter des traces de cette manipulation et de cette violence. Et quand je veux me rapprocher justement du seul parent vivant, il y a simplement une négation, à savoir, eh bien, tu as raté ta vie. Voilà, donc, mais c'est pas le fait de dire avec ces mots, c'est surtout le fait de savoir que chaque être manipulateur, une fois qu'on l'a quitté, n'y revenez absolument jamais. Maintenant, si vous désirez me voir, avec joie, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Pour moi, c'est extrêmement important pour mon travail. Vous avez juste là en dessous le site web et aussi, vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib. Je serai donc heureux de vous entendre. Merci beaucoup à tous. À très très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.